Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Fournier, moi je suis cofondateur de Deux Synthés et dirigeant de Deux Synthés. On a vu des histoires entrepreneuriales, des projets assez incroyables. On a vu des résultats cliniques qui sont hyper encourageants pour des patients. On a parlé des montagnes russes, des hauts, des bas, des émotions. Et puis on a quand même, malgré tout, pour la plupart d'entre nous, toujours en ligne de mire, finalement, la lumière au bout du tunnel, c'est l'exit. Donc on va parler d'exit et surtout d'après l'exit avec nos trois panélistes qui sont aussi partenaires. Et j'en profite pour remercier Anne, Mathilde et David. L'idée, c'est de savoir si après l'exit, c'est l'euphorie, si c'est un peu le soulagement, si c'est l'angoisse, la panique, le vide. L'idée, c'est un peu de comprendre comment ça se passe. Je vais commencer par toi, Mathilde. Donc Mathilde, tu as créé Rempla France en 2016. Tu l'as cédé à Adecco en 2020. Donc déjà, peut-être nous dire un petit mot sur à la fois le projet et puis le contexte de la cession. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, quand on cède son entreprise, on cède un peu son bébé, J+1. Comment on sent, comment ça se passe? Donc nous, Rempla France, c'était un job board pour les professionnels de la santé. On s'est lancé, on était tout seul et on a vite pris. Et en réalité, quand on a cédé, c'était pas l'objectif premier. En fait, on cherchait à lever des fonds. Et j'avais été voir Adecco dans un autre cadre parce qu'on voulait éventuellement répondre à des appels d'offres avec eux parce qu'on faisait pas de l'intérim. Et souvent, on ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de lot, etc. Et ils m'ont dit, vous êtes gentils, mais en fait, on gagne sans vous, donc on va pas avoir besoin de vous. Et on leur a quand même présenté le projet. Ils nous ont dit, ah, c'est quand même bien. On a essayé de travailler ensemble. Et ils nous ont dit, comment on peut faire? Je dis, en vrai, là, je ne vois pas très bien. On est quand même hyper concurrents. La seule solution, c'est qu'éventuellement, vous nous rachetiez, mais il faut aller vite parce que on a une levée qui est en cours. Donc on a eu de la chance, parce que j'estime qu'il y a une grosse part de chance, ça s'est fait, on a été jusqu'au bout. Et en fait, on a signé, pendant quand même la veille de la signature, qui était le 30 mars 2020, on venait de rentrer dans le confinement. Ils nous ont quand même dit qu'ils ne signaient pas, parce que Zurich ne voulait pas signer, parce que voilà. Donc on a quand même eu cette espèce de down. Mais 18 jours après, on a signé. C'était trop bien. Euphorie de fou. J'étais avec mon mari et mon fils pour fêter ça tout seul. C'était bizarre de ne pas être avec l'équipe, mon associé. Donc incroyable, mais bon, un petit peu particulier malgré tout. Mais effectivement, c'est une phase qui est assez géniale. Je pense que peut-être, pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui ont vécu un exit, ma chance c'était que ce soit un petit peu pendant le Covid où du coup ça forçait à l'humilité. J'ai pas eu le temps de dépenser un euro pendant des mois parce que y a rien n'était qui était ouvert. Donc voilà, ça m'a c'était super, mais bon, en même temps j'ai dû conserver une vie tout à fait normale et voilà. Puis après il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais effectivement il y a quand même un sentiment assez sympa à vivre. Assez satisfaisant. Donc ça, c'est l'exit, c'est le lendemain. Et puis j'imagine que le jour d'après, en fait, on lâche pas son bébé comme ça dans la nature. On s'en débarrasse pas. Il faut accompagner. Il y a une phase de transition. Pas toujours simple. C'était pas facile. Je me souviens qu'avec mon associé, on avait quand même préparé une liste de questions incroyables en se disant voilà, maintenant, jour 2, comment on fait, comment on s'intègre. Nous, on était tout petits, on était 20 à Adecco, c'est une des 500 plus grosses boîtes du monde, c'est monstrueux. Et on est arrivé avec toutes nos questions, on nous dit ils auront des réponses, et là, en fait, ils avaient zéro réponse. C'était la première start-up qu'ils avaient rachetée, on fait ok. Donc ils nous ont payé, mais voilà, et en plus ils nous avaient pas sécurisé, on aurait pu partir le lendemain, donc on a été sympa, on est resté. Et puis on a construit avec eux l'après. Mais ça c'était un peu compliqué pour nous parce que on n'avait jamais travaillé dans des grandes boîtes. Et en plus, effet Covid, on a eu quand même une intégration hyper compliquée. Mais bon, on a quand même réussi à intégrer les outils qui étaient entre guillemets faciles et cœur de métier pour eux. Ça c'était facile. Après tout ce qui était digital, enfin tout ce que moi je pense qu'il y avait de la valeur, c'était beaucoup plus compliqué à intégrer aux habitudes de
tous les collaborateurs. Et je crois que tu étais associé. Oui. Donc avant l'association, justement la décision sur l'exit, et puis c'est après aussi, après l'exit, comment ça s'est passé justement l'association? Est-ce que vous avez continué jusqu'au bout ensemble? Alors moi j'ai monté avec une de mes meilleures amies. On s'était toujours dit au départ que voilà, il fallait qu'on mette la communication au cœur de notre association parce qu'on voulait préserver cette amitié. Et effectivement, quand on a eu cette première offre de la part d'Adecco, on a été en chercher d'autres et on n'était pas tout à fait d'accord sur l'offre à accepter. Il y en avait qui étaient assez sexy, notamment du groupe M3 qui a Vidal aujourd'hui. Et on s'est posé toutes les deux, on a réfléchi chacune de notre côté, et après on s'est dit ok, avec qui on part. Et puis est-ce qu'on part aussi, parce qu'on est quand même à la base on était parti pour faire une levée de fonds, donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même état d'esprit de se dire je pars pour lever des fonds et je remets une pièce dans la machine ou je vais céder. Et nous c'était rapide parce qu'au bout de 4 ans en fait on a cédé. Et on avait pour objectif de céder un jour mais pas si vite. Donc voilà, et puis voilà, toujours en parlant, on a fini par trouver un accord et se dire ok, c'est quand même incroyable de pouvoir vivre tout ça. On était jeunes, on avait tout juste 30 ans, donc c'était assez agréable. Merci. David, toi tu es cofondateur et CEO de Sonio. C'est une boîte que vous avez cédée hyper récemment, parce que c'était en septembre 2024 aux Coréens de chez Samsung. Déjà, moi, je veux peut-être que tu nous dises un mot sur le projet au contexte de session. Je crois que vous avez aussi préparé cette session et que vous l'avez anticipée. Et puis, il y a une question derrière aussi sous-jacente, c'est que finalement, quand on donne les clés, on a envie d'être chez soi, mais on n'est plus tout à fait chez soi. On est dans un contexte en plus interculturel. Concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Alors, c'est assez récent, comme tu l'as dit. Sonio, c'est un SaaS qui développe des logiciels pour aider les échographistes au dépistage de malformations prénatales. Ça, c'était et ça reste notre projet. Le premier point que tu soulèves, c'est que depuis le début du projet, de façon assez pertinente, Cécile a structuré l'équipe de cofondateurs en incluant dedans une personne qui avait un gros background en BD et avec du relationnel avec ces personnes qui pouvaient être de potentiels racheteurs de la société plus tard. Et donc c'était dans l'ADN depuis le tout début de la société d'avoir cette ouverture vers de potentiels racheteurs. Et donc c'est pas tant un hasard que ça que ça se soit fait pour nous, même s'il y a une part de chance évidemment là-dedans. L'autre chose, c'est qu'on n'était pas dans une démarche proactive de vente. On était d'ailleurs en train de finaliser notre levée de fonds lors des premiers échanges, etc., qu'on a pu avoir. Et donc ça a pris un peu de temps et on a su, grâce à ça, je pense, réussir à se mettre dans une situation où l'acquisition s'est faite avec une volonté de garder beaucoup d'indépendance pour la société, notamment liée aussi aux différences culturelles qu'il peut y avoir et à la distance qu'il peut y avoir entre Samsung Medicine et la France et Sonio. Et donc le post-rachat s'est fait dans une démarche où on reste tous les employés de la société sont restés, on garde nos objectifs, on garde notre démarche active qu'on a là. Il y a forcément des changements qui sont en train d'être faits, c'est très tôt encore. Hein, donc, Et tu parles d'indépendance et jusqu'où et concrètement vous avez plus la main, enfin j'allais dire c'est eux qui décident la stratégie au bord, donc encore dans le au quotidien. Oui, tout à fait. Donc on a vraiment tout cédé, ça fait partie du contexte et du concept de l'exit, quoi. Mais on reste tous actifs dans la société avec un vrai objectif de pérenniser la société, le projet qu'on avait. Et donc on est plus cofondateur, mais on est employé activement impliqué dans le projet. Donc ça c'est, je crois, une réussite qui a été faite dans la structuration du deal, qui nous a permis de rester tous très engagés et d'essayer. Parce il y a un autre contexte à prendre qui est le stade de maturité de la société. On n'est pas une société qui avait déjà un énorme chiffre d'affaires, un product market fit énorme, etc. Donc on est encore dans le dur d'essayer de rendre le produit utilisable, valuable, etc. Et donc ce challenge, il est toujours là pour nous. C'est ce qui nous motivait depuis le début. Et donc on le garde au quotidien, là, même post-rachat. Et les différences culturelles avec les Coréens, c'est... Moi, c'est tout nouveau pour moi, mais fort heureusement, il y a des gens qui ont plus d'expérience avec ça. Après,
que vous dire? C'est une autre culture. Un exemple concret. Non, il y a des choses qui sont intéressantes comme l'attention aux détails, par exemple. On a des façons de penser et de réfléchir qui peuvent être assez différentes, et ça peut amener à des incompréhensions sur certains types d'échanges. Notamment, il y a un travail dans la culture que j'ai pu observer qui est de vraiment faire un travail de détails approfondis avant de remonter vers une décision, où nous, on peut avoir tendance parfois à essayer de prendre une décision et ensuite effectuer ce travail approfondi. Merci. Je vais passer la main à Anne. Anne, tu as passé une grande partie de ta carrière dans le DM. Tu es passé par Medtronic, par Zimmer, par ResMed. Et donc, après, tu as eu l'opportunité de prendre la présidence de PhysioAssist pour la développer et finalement aboutir à une exit. Donc, en fait, tu as un peu les deux casquettes. Le côté où tu as fait l'acquisition de sociétés, notamment, je pense à Narval. Et puis, tu as fait une exit. Avec ces deux casquettes, j'allais dire, comment tu avais imaginé ton exit avec ton background et finalement, comment ça s'est passé concrètement? Bon, alors, d'abord, il y a toujours un imposteur dans une réunion, donc c'est moi l'imposteur, parce que le créateur, le fondateur de PhysioAssist, c'est Adrien Mittalal, et moi, je suis arrivée à mi-parcours, mais je suis arrivée à mi-parcours au départ par les investisseurs, et effectivement, dans le but d'aider l'équipe à se développer plus vite et puis de faire l'exit. Et je dirais quand même, ce qui a marqué les investisseurs, c'est que ma première réunion où ils m'avaient demandé de dire qui on pouvait viser en termes d'exit, j'avais mis, puisque c'est Inogène qui a racheté PhysioAssist, j'avais mis numéro 1 Inogène et on est sorti avec Inogène. Donc voilà. Donc c'était pas si mal. Mais, et après, j'ai racheté plus d'une demi-douzaine de sociétés quand j'étais en corporate. Donc j'ai effectivement cette vision-là. Et alors, la première chose, c'est que quand on est créateur, on vient de faire l'exit, vous êtes soulagé, enfin, vous n'avez plus à avoir de soucis matériels, vous avez en général été racheté par quelqu'un de riche. Seulement, le problème, c'est que vous avez été racheté. Et que lui, il vous regarde, et vous êtes sa nouvelle possession. Et donc, en général, il y a souvent une première friction, c'est plus vous le patron. Donc ça, j'ai souvent observé des moments un peu difficiles là-dessus. Voire, je ne rentrerai pas dans quelques anecdotes, mais grosso modo, quelquefois les gens... Comme vous avez fait un exit, en général, c'est la preuve que vous aviez réussi. Donc, c'est même votre réussite. Donc c'est la preuve que vous aviez raison. Donc c'est encore pire. Donc là, il y a un gros malentendu, souvent. Après, ça ne se passe jamais tout à fait. Alors, je pense que la due diligence vous donne beaucoup de signaux sur la façon dont ça pourra se passer après. Je prends un exemple, comme j'ai fait plein d'exits, comme ça je ne vais pas essayer de rendre les choses identifiables, mais quand dans une due diligence, par exemple, tout d'un coup, vous avez des questions sur quel est le modèle de la voiture du dirigeant actuel, c'est quoi son loyer mensuel, après, la suite logique, quand vous êtes racheté, que vous voulez changer la voiture du patron de l'Allemagne, tout d'un coup, ça devient un casse-tête que vous n'aviez même pas idée que ça puisse exister dans le monde. Donc, mais ça, la due diligence, en fait, vous avez donné des indices. Parce que vous n'allez jamais changer celui qui vous a racheté. C'est vous qui devez changer. C'est rare. Il y a toujours des exceptions, mais c'est assez rare que ça se passe autrement. Parce que la machine est là pour changer ce genre de choses. Et si tu avais deux... On a vu plein de pitchs d'entrepreneurs ce matin. Si tu avais deux conseils à donner à des entrepreneurs? Je pense que c'est d'abord de savoir ce qu'ils veulent faire après. C'est-à-dire si vraiment votre souhait, c'est de tout d'un coup de découvrir le monde corporate, réfléchir si vraiment vous êtes fait pour ça, parce que ça dépend. Moi, je vais vous dire qui ai fait toute ma carrière dans le corporate, j'ai découvert sur la fin, après l'exit de PhysioAssist, la première chose que j'ai fait, c'est de créer une société. Donc, en fait, quand on a pris goût à ça, alors moi, évidemment, j'ai fait le tour du corporate et dans des belles maisons, donc j'ai plus rien à assouvir comme fantasme. Mais ça, c'est une vraie question à vous poser. Et après, si vous vous dites, je vais rester, même d'aller plus loin, c'est de vous dire combien de temps je veux rester, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux en retirer. Mais à la fin, il faut vraiment arriver à calibrer ça. Sinon, vous allez aller de frustration en frustration, ça va se finir. Après, ça ne se passe jamais comme on le prévoit. Hein. Moi, je me souviens d'une des acquisitions qui était en Asie. Et je me souviens, pendant la due deal, on s'est tout le temps dit, mais comment on va faire pour garder le CEO? Il faut le garder au moins 6 mois, il faut le garder un an. Il était sur un marché très compétitif. Et il n'y a pas très longtemps, un de mes ex-collègues m'a dit, tu sais, il est enfin parti, au bout de 10 ans.
Donc il y a toujours des choses qui ne se passent pas, mais ça c'est vraiment pour vous d'être et puis l'euphorie que vous avez, celui qui vous achète, il n'est pas forcément dans ce moment d'euphorie. Lui, il vient juste de faire son job, vous avez des stratèges et tout, et c'est la vie qui continue. Et ce qu'il veut, c'est ne pas avoir d'histoire, il faut que ça se passe doucement. Et le point aussi, je me souviens de l'avoir dit à quelqu'un d'ici, l'autre chose, analysez ce que vous apportez, et même quand vous construisez pour votre exit. Je prends l'exemple où vous dites, tiens, je voudrais une belle usine. Dans la moitié des cas, l'usine pour votre acquéreur, c'est le casse-tête. C'est à la limite comment je vais intégrer dans mes propres unités de fabrication, comment je vais me débarrasser éventuellement de cette unité de fabrication qui fera tâche. Donc c'est tout ça pour que ça se passe bien auquel il faut réfléchir. Merci. Alors, le sujet, on a parlé de l'exit, on a parlé de la phase post-exit. Il y a un moment donné, quand on a été entrepreneur, quand on a eu un chouette parcours, quand on a goûté, est-ce qu'on a envie de replonger? Est-ce qu'on replonge? Est-ce qu'on fait une pause avant de replonger? Est-ce que c'est obligatoire? Mathilde? Moi, j'ai fait une petite pause maternité. Le salariat, pour ça, c'était pas mal. Et en fait, on replonge assez vite. C'était super de découvrir une grande entreprise, voir un peu comment ça fonctionnait. Adecco, c'est très humain, malgré la taille. Mais il y a quand même un virus, je pense, quand on est entrepreneur, et ça reprend assez rapidement. Il y a une vitesse, il y a une excitation qu'on a du mal à retrouver quand on est dans une entreprise. C'est comme ça, on peut, je pense, difficilement s'en détacher. Donc moi, je suis contente d'être retombée dans le bain de l'entrepreneuriat, c'est très bien. Bon, David, c'est encore un peu tôt, mais... Oui, j'allais dire c'est un peu tôt pour répondre à ça. Mais après, c'est aussi la raison pour laquelle je suis là et je suis avec 50, c'est pour rester dans cet environnement d'entrepreneuriat qui me plaît beaucoup. Je trouve le challenge d'essayer de convertir l'acquisition comme quelque chose qui a réussi pour la société aussi important. Et donc, je veux aller au bout de ce challenge avant de réfléchir à ça. Anne? Je voudrais dire, l'Assemblée ici le prouve un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, c'est une maladie contagieuse. Et donc, en fait, après, vous vous auto-contaminez, ou on s'auto-contamine, parce que je pense que je fais partie de vous, des vôtres maintenant. Mais ça, c'est ça, en fait. C'est que, de toute façon, vous allez avoir de nouvelles tentations, parce que vous allez croiser d'autres personnes de l'écosystème, et vous allez replonger, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a profondément changé en vous après cet exit? Je dirais qu'effectivement, il y a profondément changé, je pense pas, parce que j'avais un environnement peut-être familial, amical, qui m'a maintenu dans mon style de vie. Voilà, j'ai pas changé radicalement, on va dire, mais peut-être que au fond de moi, dans ma façon même d'entreprendre ou de manager, etc., il y a quand même un stress en moins, déjà parce qu'effectivement, il y a eu ce succès de l'exit qui est toujours voilà, satisfaisant, et on peut aller en chercher un deuxième, un troisième, mais bon, après, ça ne s'arrête jamais. Donc il y a quand même déjà une première satisfaction, et puis après, on ne va pas se mentir, même si, pour ma part, en tout cas, je ne pourrais pas m'arrêter pour autant de travailler, au-delà du fait que j'aime beaucoup ça, il y a quand même une sécurité financière qui permet de voir aussi, d'appréhender les choses différemment, et puis de lancer des projets aussi par soi-même. Je pense que c'est quand même aussi important, et puis de les choisir, on a le temps de choisir, enfin, c'est quand même un luxe, le temps, moi en tout cas c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est aussi de pouvoir choisir comment je vais aller octroyer mon temps, j'ai plus ce luxe-là, et ça c'est assez incroyable. David? C'est encore un peu tôt aussi, mais non, je crois que ça donne confiance en soi, quoi. Il y a un peu un côté, en tout cas pour moi, c'est ma première start-up en tant que cofondateur, et il y a un côté, on a l'impression de faire un peu n'importe quoi tout le temps, et que ça peut rater à chaque instant. Et donc c'est une confirmation peut-être fausse d'ailleurs, mais qu'on est capable de quelque chose. Donc ça, c'est rassurant pour la suite, ça donne confiance en soi. Après, c'est n égale 1, donc démontré par la suite. Merci beaucoup. Je finirai sur cette petite phrase de Stevenson qui dit que l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage en lui-même. Bon, la destination, elle est quand même pas mal, semble-t-il. Elle est capitale pour l'exit.
Il faut avoir une destination pour faire un bon exit en général. Merci à vous trois.